Netflix, l'entreprise que Blockbuster a refusée, avant de disparaître. L'offre qui aurait dû changer l'histoire. Imagine une entreprise valorisée aujourd'hui à plus de 200 milliards de dollars. Une entreprise qui a changé notre façon de regarder des films, des séries, et même de consommer la culture. Maintenant, imagine que cette entreprise a un jour proposé de se vendre pour 50 millions de dollars. Oui, 50. En l'an 2000, Netflix n'est pas un géant. C'est une petite société fragile, au bord de l'asphyxie financière. Ses fondateurs savent qu'ils n'ont plus beaucoup d'options. Alors, ils frappent à la porte du plus grand empire du divertissement de l'époque, Blockbuster. La réponse sera brève, humiliante et lourde de conséquences. Blockbuster va refuser, sans hésiter, en souriant. 20 ans plus tard, Blockbuster a disparu. Netflix est devenu un empire mondial. Mais pour comprendre comment une telle erreur a été possible, il faut revenir bien avant ce rendez-vous à 50 millions, à une époque où Blockbuster régnait sans partage et où Netflix n'était qu'une idée née d'une simple amende. Chapitre 1. Blockbuster, l'empire qui semblait éternel, années 90. Blockbuster est partout, plus de 9000 magasins dans le monde, des enseignes bleues et jaunes visibles dans chaque ville, des allées remplies de VHS, puis de DVD. Blockbuster n'est pas seulement une entreprise, c'est un rituel. Le vendredi soir, on va chez Blockbuster, on choisit un film, on repart avec. Le modèle économique est redoutablement efficace. La location rapporte, mais surtout, les pénalités de retard. Ces amendes représentent jusqu'à 15% du chiffre d'affaires. Blockbuster ne gagne pas seulement de l'argent quand tu regardes un film, il gagne encore plus quand tu oublies de le rendre. À cette époque, Blockbuster est persuadé d'une chose, le client s'adaptera toujours. Personne, absolument personne, n'imagine que cet empire puisse s'effondrer. Chapitre 2. Une amende de $40 et une idée dangereuse. Reed Hastings loue un film chez Blockbuster. Il le rend en retard. La facture tombe. $40. Il ne crie pas. Il ne se plaint pas. Il réfléchit. Pourquoi punir les clients? Pourquoi baser un business sur la frustration? Et surtout, pourquoi ne pas utiliser Internet pour faire autrement? Avec Mark Randolph, il imagine un concept radicalement différent. Un abonnement mensuel, des DVD envoyés par la poste, aucune pénalité de retard. Tu gardes le film autant que tu veux, tu renvoies quand tu veux. Le modèle est risqué, Internet est lent, la logistique est coûteuse, mais l'expérience client est incomparable. Netflix n'est comme l'exact opposé de Blockbuster. Chapitre 3. Netflix grandit, mais manque d'air. À la fin des années 90, Netflix attire l'attention. Le concept plaît. Les abonnés augmentent. Mais derrière la façade, la réalité est brutale. Les coûts explosent. Les envois postaux coûtent cher. Les marges sont faibles. Netflix brûle du cash. Très vite. Reed Hastings comprend une chose essentielle. Netflix ne survivra pas seul très longtemps. C'est à ce moment-là qu'une idée s'impose. S'allier avec Blockbuster. Pas comme concurrent. Comme partenaire. Chapitre 4. Le rendez-vous à 50 millions de dollars, année 2000. Netflix obtient un rendez-vous avec les dirigeants de Blockbuster. La proposition est simple, presque évidente. Blockbuster rachète Netflix pour 50 millions de dollars et Netflix devient la branche en ligne du géant. Netflix apporte la technologie. Blockbuster apporte la marque, les clients, la puissance. Sur le papier, c'est un mariage parfait. Mais dans la salle de réunion, l'ambiance est tout autre. Les dirigeants de Blockbuster ne voient pas Netflix comme une opportunité. Ils la voient comme une curiosité, un gadget, une mode passagère. Envoyer des DVD par la poste? Internet pour regarder des films? Ridicule. Selon plusieurs témoignages, certains dirigeants sourient, d'autres rient. Blockbuster refuse, sans négociation, sans contre-offre. Netflix quitte la salle. Sans le savoir, Blockbuster vient de signer son arrêt de mort. Chapitre 5. 2 stratégies, 2 destins. Après ce refus, Netflix n'a plus le choix. Elle doit survivre seule. En 2002, Netflix entre en bourse. L'entreprise reste fragile, mais gagne du temps. Blockbuster, de son côté, commence à sentir le danger. Il tente de copier Netflix, mais refuse d'abandonner ce qui fait sa richesse, les pénalités de retard. C'est là que tout se joue. Netflix pense long terme. Blockbuster protège le court terme. Quand le streaming devient techniquement possible, Netflix est prête. Blockbuster ne l'est pas. Chapitre 6. L'effondrement et l'ascension.
En 2010, Blockbuster dépose le bilan. Les magasins ferment les uns après les autres. En 2014, le dernier magasin officiel ferme. Un empire mondial disparaît presque sans bruit. Pendant ce temps, Netflix explose. Le streaming devient la norme. Les abonnés se comptent en dizaines de millions. Netflix ne se contente plus de diffuser. Elle produit House of Cards, Narcos, Stranger Things. Netflix change les règles du jeu. Pour toujours. Chapitre 7. Héritage. L'erreur que tout le monde étudie. Aujourd'hui, cette histoire est enseignée dans les écoles de commerce. Pas comme une success story, mais comme une leçon. Blockbuster avait tout. L'argent, la marque, les clients. Netflix n'avait presque rien, sauf une vision. Et surtout, une obsession. Ne jamais mépriser le futur. Conclusion. Alors dis-moi, si Blockbuster avait accepté ses 50 millions, Netflix serait-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Ou Blockbuster aurait-il quand même disparu, incapable de se transformer? Dis-le-moi en commentaire et clique ci-dessus pour découvrir une autre histoire de légende en t'abonnant à la chaîne.